Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Enzo. Salut à toi, comment ça va? Eh ben écoute Géraldine, ça va, super, tout va bien, fin de semaine. C'est un bon début déjà, Mmh. si tout va bien. Cette saison, donc, Tuba, on parle de fail d'entrepreneur, de boulettes, de... Hey, on n'avait pas tout à fait prévu que ça se passe comme ça. Mmh. Et donc, merci de venir en parler aujourd'hui, à la fois de ces boulettes, et on va rentrer dans le détail juste un peu après, et de ta vie de sales coach B2B. Je pense qu'on vient faire un combo français tout à fait bien. Oui. Mais avant d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai une remarque de ma belle-mère qui m'a dit « Je ne comprends Oh. pas, il y a des termes en anglais dans Tuba, et je ne comprends pas, donc on va déjà s'arrêter là. Qu'est-ce que tu fais vraiment, en fait, au-delà de ces 3 termes mis bout à bout en anglais ?» Grave. Tout bêtement, en fait, moi, je suis formateur et coach en technique de vente, si tu veux. Donc, j'accompagne des équipes commerciales dans tout type de secteur et je les aide à progresser sur l'ensemble du cycle de vente. Donc, ça va être de la prospection, comment bien faire une bonne découverte pour comprendre les besoins d'un client, comment savoir bien argumenter, bien pitcher, comment savoir traiter des objections, négocier, enfin, voilà. Et donc, je le fais principalement donc en B2B, donc en business to business, à savoir que je coach des boîtes qui, elles, ont pour clients d'autres boîtes, majoritairement. J'ai un peu de B2C aussi, ça m'arrive, mais majoritairement, c'est quand même du B2B. Ok, merci pour l'explication. Mmh. Tu as aussi publié un livre, L'échec mention très bien, et tu avais aussi un podcast sur le sujet, donc je peux dire qu'on a un expert aujourd'hui. Je sais pas Ouais, si je suis vraiment un gros raté de la vie. Je suis appris vraiment un expert en échec. Ma vie est un échec. Quelle entrée en matière. Ah bah. Au-delà de ce que tu fais aujourd'hui et de ta vie qui n'est sans doute pas qu'un échec, Mmh. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, notamment? C'est un long parcours, comment est-ce que je suis arrivé à faire ça, aujourd'hui? Par où commencer? Peut-être par le début, finalement. Moi, j'étais, sportif de haut niveau quand j'étais jeune et puis, je suis parti, faire des études quand j'avais 20 ans. Je rêvais donc de devenir sportif, mais la vie m'a un petit peu rattrapé et je me suis retrouvé du coup en Suisse, un peu paumé à HEC à faire des études que j'ai rapidement abandonnées parce que ça m'a un peu saoulé. Ouais. Et puis après, c'est là que la vraie école, on va dire, a commencé. J'arrêtais des gens, en fait, dans la rue, devant des gares, des supermarchés. Et l'objectif, c'était de leur faire sortir leur carte de crédit et qu'ils me signent un abonnement à 20 € par mois. En fait, je travaillais pour des ONG, pour des associations. Ok. Et le but, c'était d'aller récolter des dons, du coup, dans la rue. Donc, école super dure, mais franchement, à la fois aussi la meilleure. Très vite, je suis devenu un des meilleurs vendeurs du pays. Donc, j'étais en Suisse. Donc, ça m'a un petit peu galvanisé. Ça m'a donné confiance en moi. Une période où j'en avais pas du tout. J'avais l'impression, justement, de rater ma vie, que ma vie, pour le coup, était un vrai échec à l'âge de 19 ans. Et puis donc j'ai repris un peu d'études, à 22 ans, un peu trop confiant, je monte une boîte avec un pote dans le nettoyage automobile, pas très sexy, mais on arrive quand même à signer du Tesla, Mercedes, Volkswagen, et puis au bout d'un an, on s'entend plus trop, et avant de tout foutre en l'air, moi je décide de rentrer en France. Leçon apprise, c'est que réussir seul c'est déjà dur, mais à deux, sans alignement, c'est mission impossible. Donc je débarque après dans 2 startups. La première c'est WeHelp, où on passe de 10 à 150 salariés en 3 ans. Moi, j'apprends à structurer une équipe, à ouvrir des villes. Je deviens vite donc directeur commercial, pour pas dire head of sales pour ta belle-mère, sinon on va se faire taper dessus. C'est ça. Euh, et quand je pars, on fait à peu près 20 millions de CA. Moi, je gérais 60% des ventes sur des cibles médico-sociales. Et donc, j'ai commencé à goûter à la formation à ce moment-là en interne, parce qu'on avait beaucoup d'arrivées, et puis on m'a donné un peu les clés à ce moment-là de ma verticale. Donc, je goûte un peu à ça. Les gens kiffent, moi aussi. Puis après, je me fais chasser par une boîte qui s'appelle Sunday, qui était pas encore tout à fait une licorne, mais déjà un bon vieux poney, comme on dit, tu vois. On est passé de 30 à 450 salariés en un an, on a signé 6000 clients, on avait levé beaucoup d'argent, et moi j'étais là depuis le début, pareil, en tant que premier commercial. Donc on m'a confié au début les grands comptes, toute la prospection sur la France, pardon,
où j'ai commencé encore une fois, à continuer plutôt à former les équipes en interne et à tout processer. Et puis à force d'être visible sur LinkedIn, j'ai des gens qui sont venus me solliciter en me disant tiens, t'as pas l'air d'être trop con quand tu parles sur les podcasts, on aime bien. Est-ce que tu veux venir coacher? Et donc j'ai commencé à faire ça en parallèle de mon CDI Ok. pour prendre un peu confiance, tester le marché, faire des offres. Et puis j'ai pris goût et en fait j'ai dit putain mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Les gens me le rendent moi aussi, donc j'ai démissionné de Sunday. Et puis maintenant ça fait 3 ans que je fais du coaching donc à plein temps dans des boîtes comme je t'ai cité au début B2B. J'ai coaché à peu près 2000 personnes dans plein de secteurs différents, encore une fois, depuis 3 ans. Et j'adore ça, en fait. Je suis juste devenu passionné de ce truc un peu en tâtonnant, tu vois. Donc, j'ai toujours eu une appétence et un profil sales, commercial depuis toujours, où j'ai vagabondé un peu dans différents secteurs, jusqu'à ce qu'en fait, mon taf, en tout cas, ma passion, peut-être là d'aujourd'hui, se présente à moi. Et du coup, je me suis engouffré et en fait, aujourd'hui, je kiffe trop. Donc, il y a eu, on va dire, peut-être une succession de petits échecs. Il y a eu quelques gros échecs au cours de ma vie, une succession de petits qui m'ont en tout cas permis de saisir d'autres opportunités, qui me permettent clairement d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, moi, j'ai énormément de gratitude aujourd'hui, parce que je gagne super bien ma vie pour faire un taf que j'adore, où il y a de la demande, où c'est bien payé, ce qu'on appelle un peu la notion d'ikigai pour ceux qui connaîtront. Je suis en plein dedans, donc j'ai énormément de chance et je kiffe. Donc moi, mon but, c'est de faire kiffer les gens, de leur donner un petit peu de soleil, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pas dans leur taf. On en parlait trois secondes en off, mais en CDI, c'est pas toujours la même vie. Donc mon but, c'est aussi de leur montrer que on peut prendre du plaisir dans son taf. En tout cas, c'est à nous de le choisir. Faut pas subir. C'est surtout dans le sales, quand tu subis ta vie, t'as aucun résultat en fait. Donc après, ça devient un cercle vicieux dans lequel il faut vite sortir. Super intéressant d'avoir détaillé ton parcours. Merci beaucoup. On y reviendra en effet sur les gros petits échecs et aussi sur le parcours de sportif de haut niveau avant, parce que je pense que il y a aussi Là, il y en a eu de des. l'échec. Ouais, alors peut-être pas par rapport à l'échec, mais je pense qu'il y a plein de parallèles avec l'entrepreneuriat et donc bref, on y reviendra. Mhm. Avant ça, je voudrais en fait, cette année, je me rends compte, au fil des enregistrements avec les invités, que finalement, c'est ultra subjectif, la notion de fail et que chaque invité va avoir quelque part sa propre définition, tu vois? Et va mettre ses Mhm. propres mots derrière. Donc avant de rentrer dans le détail, j'aimerais savoir ce que c'est pour toi, en fait, un fail? Mmh. C'est drôle parce que du coup, je commençais souvent mes conférences comme ça à l'époque sur l'échec. Comme tu disais du coup tout à l'heure, j'ai eu un podcast. C'est comme ça que j'ai commencé à être visible, notamment sur les réseaux, donc qui s'appelait Phoenix, l'échec mentionne très bien. Et je posais justement aussi toujours cette question à mes invités c'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi l'échec? Et c'est drôle parce que donc il y avait la définition du Larousse que je leur citais toujours, qui est c'est un résultat négatif, c'est la tentative d'une entreprise, un manque de réussite, c'est la défaite, c'est Taille-toi les veines. l'insuccès, le revers. Tu C'est vois, genre, c'est vraiment subir l'échec, t'as envie de te c'est pendre. ça. La plupart des gens que moi j'ai eu, du coup, me disaient, je fais une généralité, donc sur 50 personnes. En gros, je me suis fixé un objectif, Mmh. j'ai pas réussi, j'ai Ouais. pas eu les résultats escomptés, j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Et du coup, moi, je me suis dit que je fais un petit mélange de tout ça, mais ça rejoint un peu comme ce qu'ils disent, mais pour moi, en tout cas, ma vision, c'est que le succès, l'échec est indissociable du succès. C'est vraiment, je trouve, les deux faces d'une seule et même pièce. Et que, en tout cas, ça force la remise en question et que ça te permet surtout de recommencer à zéro, mais avec des meilleures bases. En tout cas, quand t'es pas trop con, parce que on apprend forcément du coup de ses erreurs. Sinon, en fait, tu tapes dans le mur. Donc, clairement, on a tous le droit de faire une erreur une fois. Quand on l'a fait une deuxième fois, c'est qu'on l'a choisi. Mmh. Donc, on découvre, tu sais, on dit toujours, on change pas une équipe qui gagne parce qu'on sait pas trop en fait réellement pourquoi ça gagne. Donc en fait, Ouais. on va rien toucher. Quand on voit qu'on commence à galérer, bon, bah, en fait, on commence à comprendre que telle pièce ou tel truc convient pas, donc il faut qu'on améliore. Donc j'essaie en revanche de pas rentrer dans tout ce qu'on peut voir soit aux US ou alors de tout le monde, c'est de dire ouais l'échec c'est trop bien, c'est C'est trop ça. Je vais cool, il faut chercher passer par l'échec, là. pour grandir, Ta tout ça. gueule, connerie en fait. Personne n'aime se planter en réalité, mais quand ça t'arrive, il faut juste arriver à relativiser et accepter et se dire en fait c'est la vie. C'est jamais cool, ça casse les couilles, mais à tout le monde sans exception quand Mmh. on se plante. Mais en fait, on est obligé de passer par là. Il y en a juste qui arriveront à aller plus loin sans se planter. Mais moi, je ne connais personne sur cette terre qui a une réussite linéaire et qui réussit absolument tout dans sa vie. Ça n'est absolument impossible. Que ce soit du coup sentimentalement, professionnellement, scolairement, sportivement, ce que tu veux. C'est ce que j'ai essayé du coup de montrer d'ailleurs au travers du podcast avec des parcours totalement différents en disant c'est normal en fait. Donc, te flagelle pas parce que tu te plantes. Juste reste pas enterré dans ta merde parce que Ouais. il y a aussi deux façons de voir l'échec, c'est que soit tu te mets en boule, tu chiales toutes les larmes de ton corps et tu dis que t'es une merde pour le restant de tes jours, soit à un moment donné bah tu relèves la tête, tu prends un petit pas de recul et puis t'avances, c'est un peu reculer pour mieux sauter mais Mmh. je disais aussi toujours c'est que tu
t'as le droit aussi de passer par l'étape 1 pour passer à la 2. C'est pas grave aussi, hein, tu sais, de se sentir vraiment nul, de se Ouais. dire qu'on est une merde, de chialer. Ça fait du bien aussi, hein, un Ouais, bon ça coup. fait aussi partie du truc, de dire: «OK, bah, je De suis bien ouf. passé à travers là, je l'ai bien senti Exact. et maintenant c'est bon, c'est quoi l'étape d'après, quoi?» Ce qu'il faut, c'est éviter de rester trop longtemps dans cette situation et après ça, c'est pareil, on n'est jamais tous égaux. Enfin, dans cette, dans cette situation émotionnellement, en tout cas, face à l'échec. Donc il y a des gens pour qui ça peut durer des mois, parfois des années avant de se relever. D'autres, ils vont avoir un temps de rebond instantané, ça va durer quelques jours et boum, ils sont déjà passés à autre chose. Donc ça aussi, ça dépend, bah, forcément de ton éducation, de l'environnement dans lequel tu as évolué et cetera. Donc là, pour le coup, il y a aussi beaucoup d'inégalités face à l'échec. Mais ce que j'aimais dire, c'est qu'en tout cas, on redevenait tous égaux face à l'échec. Tu vois, vraiment, on mettait notre ego de côté et on redevenait égaux. Ça te remet un Parce peu que d'humilité et ça met tout le monde au même c'est ça. niveau, quelle que soit la personne, en fait. Ouais, ça t'apprend à être vulnérable aussi parce qu'en fait, ça fait du bien de partager ses échecs. Tu peux pas forcément le partager avec tout le monde, tu vois? Les réseaux sociaux sont pas faits de gens qui adorent dire qu'ils se sont plantés. Au contraire, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour faire bonne figure. Mmh. Mais ça fait du bien en tout cas d'en parler à ses proches, notre cercle le plus proche qui soit, parce qu'au moins on dédramatise. Et d'ailleurs, je dis proche, mais en fait, parfois ça fait surtout du bien d'aller voir des pairs. Ça dépend dans quelle situation on est. Si après on parle d'entrepreneuriat, aller te plaindre auprès de ta mère, ta sœur, ton frère, qui Ouais. ont jamais fait ça, Mmh. c'est souvent d'ailleurs pas très utile parce qu'ils vont pas forcément avoir les bons mots. En revanche, Non, aller c'est voir ça. d'autres entrepreneurs qui se sont plantés comme toi, ça va te redonner un peu espoir et ça va te donner surtout aussi une nouvelle ligne, à suivre. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, enfin, aller voir sa mère, c'est un peu le un de perdu, 10 de retrouvé. C'est quand tu viens de te faire De lourder, ouf, tu là: de ouf. «Merci, ça m'a vachement Mmh. aidé, j'ai vachement avancé avec ça, Mmh. super». De ouf. C'est vrai que tu le disais sur les réseaux sociaux, en général, on voit pas trop, enfin, on voit moins cette partie-là, et en même temps, il pourrait y avoir des podcasts aussi sur la réussite et en vrai, quand tu as un temps long et que tu creuses, c'est ce que tu dis, tu te rends compte que en fait, le truc de réussite, qui est peut-être le jour, 357, il y a tous les jours, potentiellement foireux avant où il y a eu plein de foirages et qu'avant d'arriver à ce niveau-là, il s'est passé d'autres choses avant. C'est juste que Mmh mh. on n'en parle pas forcément et c'est pas forcément ce qu'on met en avant et c'est justement, enfin, c'était l'objet de ton podcast et c'est l'objet de celui-ci aussi, de pouvoir se dire des fois, c'est bien d'avoir un temps un chouïa plus long pour pouvoir rentrer vraiment dans le détail et se dire: Mmh. «Bon, tu vois peut-être que la partie, visible de l'iceberg, mais en dessous, il s'est passé plein de trucs» et ça peut être cool De aussi de se ouf. dire, quand on est soi-même, sur la partie basse, de se dire: «Ouais, en vrai, il y en a d'autres aussi qui sont passés par là et c'est ce que tu dis, c'est pas grave, Mmh. je vais chialer un coup, je vais m'énerver, je vais voilà, puis je vais repartir sur autre chose et basta, quoi, mais je serai passé au travers de ça». De ouf. J'aime bien aussi le côté un peu visuel de la pièce, avec les 2 côtés et en se disant Mmh. que finalement c'est indissociable. Donc aller chercher que, l'échec, à mode américaine, ou que la réussite, genre il va jamais rien se passer de mal pour moi et dans les 2 cas c'est enfin on voit que ça tient pas, quoi. Il y avait une photo que j'utilisais du coup aussi souvent dans ces conférences, c'était, une je l'avais trouvée sur internet, je sais plus où, mais en fait, tu avais, 2 mecs, 2 bonhommes en fait dessinés sur une image. Il y en a un premier du coup qui mettait des briques sur sa tête, tu vois? Donc qui empilait les échecs Mmh. comme un poids, tu vois? Genre en fait, c'était horrible pour lui et de l'autre côté, il y avait un mec qui était en train de faire un escalier avec les briques, tu vois? Donc c'est un peu cette image-là, tu vois, que j'essaie de véhiculer, c'est que, bah, à un moment donné, tu as tout le poids sur toi et puis, bah, c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont en fait de tes Ouais, briques, tu vois? ouais, très visuel aussi, j'adore. Mmh. Merci. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a, un tu as parlé de gros et de petits, échecs, fails. Est-ce Mmh. qu'il y en a que tu voudrais nous partager un peu plus en détail justement? Ben, je pense qu'aussi ça dépend, à quel moment tu te situes dans ta vie. Moi Mmh. aujourd'hui j'ai 31 ans. Les gros échecs que j'ai eus, il y en a eu, différents. Puis comme je disais tout à l'heure, tu sais, en fait, on peut jamais se mettre à la place des gens, donc on sait pas vraiment ce que ça représente émotionnellement dans une vie, comment tu l'accueilles, toi, dans ton quotidien. Moi, mon premier gros échec, ça a été d'accepter de pas passer pro, quand je faisais du sport, justement, au haut niveau. J'étais en sport études basket et le jour où il a fallu que j'accepte, en fait, que, bah, non, je serais jamais pro au niveau escompté, ça a été hyper dur. Donc j'avais, peut-être, 18 ans, tu vois, un truc comme ça. Ça paraît rien, ce que tu dis, bon, bah, tu fais autre chose et puis aujourd'hui, tu vois, après coup, je suis hyper heureux finalement de pas être allé dans cette branche parce que je suis hyper épanoui dans ce que je fais et donc trop cool. Mais à l'époque, ça a été, hyper difficile, donc fallait retrouver un autre objectif, fallait essayer de se relancer dans autre chose.
Et le plus gros tournant de ma vie, je pense, il a été justement dans la continuité de ça. Quand j'avais 19-20 ans, je suis parti faire, donc comme je te disais, des études en Suisse à HEC. J'y suis allé clairement pour les mauvaises raisons, parce qu'à l'époque, donc c'était il y a plus de 10 ans, je voulais un nom sur un CV, je voulais que ça fasse bien, parce que c'était encore l'époque. Aujourd'hui, c'est cool, ça change, mais on était encore un peu dans la frontière de il faut aller faire des grandes écoles, parce qu'il faut des bacs plus 5, parce que mon cul. Donc je HEC me et suis dit, je Suisse, vais faut que faire tu ça. cumules, c'est C'est ça. le Et combo je me suis magique. dit, c'est cool, on va essayer de faire ça, tu vois. En fait, je me suis pas du tout retrouvé, j'ai subi, j'ai détesté mon trimestre. Dans la foulée, je rentre pour des examens. Il y a un décès dans la famille, tu sais, c'est un truc un peu dur. Je bois de l'alcool, je rentre en voiture, je me fais retirer mon permis. Donc, si tu veux, genre en une semaine, je cumule trois trucs énormes. J'ai tout Ouais. le poids du monde qui s'abat sur moi. Je me dis, mec, t'as 19 ans, mais t'es vraiment une merde en fait quoi. Je me revois dans le salon chez ma mère qui était avec, d'ailleurs l'appart était en travaux. J'allais repartir en Suisse, mais j'étais dans le salon entre les cartons, dans le noir, à broyer du noir, regarder la télé. Ah là, ça allait pas. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon bah bouge ton cul, repars en Suisse. De toute façon, t'as un appart là-bas, il faut en faire quelque chose que mes parents avaient déjà payé l'année. Et donc, j'ai retrouvé du taf. J'ai pris le premier truc qui venait. Et ça a été du coup le game changer, l'élément déclencheur de ma vie. Ça a été d'accepter le premier truc. Et ce truc, ça a été justement de vendre des associations dans la rue, comme je te disais. Donc, je sais pas du tout dans quoi je m'engouffre. On est en avril 2013. J'y vais parce que je veux faire de l'argent. Et en fait, je me prends au jeu. J'essaie vraiment d'y arriver. Et je deviens du coup meilleur vendeur de Suisse parce que bah j'essaie de comprendre et puis en fait je gagne confiance alors que j'étais à un niveau de confiance qui était dramatique en fait dans mon existence et là du coup j'apprends à aller vers les gens, j'apprends à créer du lien, j'apprends à les convaincre de mettre de l'argent dans un truc cool alors que le taf il est super dur et puis au bout de 2 semaines bah je craque le truc, je deviens très très bon et du coup je suis en mode oh, putain en fait je suis dans les Ça meilleurs marche, de mais c'est la trop boîte, bien. tu sais genre Ouais, c'est ça. c'est ouf, tu sais, genre, enfin, la puissance, en fait, tu sais, genre de Mmh. la parole et d'arriver à convaincre des gens comme ça au bol où t'es la dernière personne sur Terre qui veulent voir de leur journée, tu vois. Ouais, parce qu'en général, quand tu D'arriver, vois les kawaii de couleur, tu de tu faire un changes, méga détour pour pas qu'on te parle et quand on te dit: tu t'en «Hey, vas. salut!» tu es là: «Non, je suis pressée». Ouais. Ouais. Et donc ça a été l'un des plus gros échecs parce qu'en fait, ça a été le plus gros rebond. En fait, du coup, comme Ouais, je te parlais des deux phases d'une ouais. même pièce, c'est que l'échec en soi, quand on en parle, on se dit bon bah ouais, en fait, c'est un trou de balle comme tout le monde. Il a arrêté son école parce qu'il s'est pas trouvé. Ouais, mais à l'époque, en tout cas, moi, j'étais au bout de ma vie parce que je savais pas quoi foutre justement de mon existence Mmh. et que en rebondissant sur ce truc-là, ça a été le plus gros tremplin de ma carrière parce que derrière, ce gain de confiance que j'ai eu avec cet exercice que je conseille à tout le monde ou tous les gens qui ont des gosses qui vont être majeurs dans pas longtemps, foutez-les à faire ça à l'âge de 18 ans plutôt que de les envoyer dans des stages de merde où ils vont rien foutre derrière des écrans. Foutez-les dans la rue et essayez d'arrêter des gens, aller au contact humain parce que moi, ça m'a ouvert une voie que j'aurais jamais pensé. Et du coup, quand j'ai repris des études, bah, j'étais major de promo parce que je savais du coup pourquoi je venais là. J'avais une facilité à aller vers les gens, j'avais une facilité à discuter avec des profs, j'avais une facilité à trouver des stages, à me démerder en fait grâce à ce taf-là. Et je pense que ça a été vraiment le premier élément déclencheur de toute ma vie aujourd'hui. Et maintenant, tu vois, moi qui suis coach de vente, la plupart de mes coachings sont notamment sur de la prospection téléphonique parce que c'est là où il y a le plus besoin, c'est là où les gens sont vraiment pas bons. Bah, en fait, le taf que j'ai fait à arrêter des gens dans la rue, pour moi, appeler des gens, c'est du pipi de chat. Donc, en fait, j'utilise aussi vachement ces compétences que j'ai développées à ce moment-là dans mon taf actuel. Et c'est grâce à ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis un des coachs les plus renommés sur ce segment-là en France. Mais c'est grâce à ça, encore une fois, tu vois. Ouais. Après c'est ce que tu dis, tu es au fond du trou à ce moment-là et à un âge où, tu as peut-être pas non plus les ressources, tu vois, pour essayer de comprendre, ce qui se passe et cetera. Horrible. Parce que c'est ça, en fait, tu dis: «Ouais», enfin, c'est toujours pareil, hein, avec le recul, tu peux te dire: «Ouais, est-ce que vraiment c'est un échec?» et tout ça, c'est très relatif. Mais en vrai, quand tu as 18-19-20 ans et que tu te prends ça dans la tronche et que tu as, en général, pour la plupart des gens, absolument pas les ressources nécessaires, tu vois, d'introspection, de réflexion de qu'est-ce qui est en train de se passer et cetera, pour, réagir à ça, en fait, c'est juste méga violent. En fait, t'es paumé parce que moi, je suis fils unique. Enfin, j'ai une demi-sœur du côté de mon père. Mes parents sont divorcés. Ma mère, elle a toujours été assistante de direction dans le même taf toute sa vie. Mmh. Mon père, il est entrepreneur, mais dans le bâtiment. Si tu veux, en fait, moi, je pensais faire du sport de ma vie et t'arrives à ce Ouais, d'un coup, carrefour-là, non? Ouais. cette vie de jeune adulte, mais avec encore un esprit de petit collégien qui connaît rien à la vie et on te met la pression sur où est-ce qu'il faut aller, faut faire des écoles et demain tu feras tel truc. Moi, on me le mettait pas dans ma famille parce que personne n'a fait d'études, mais c'est tout ce qu'il y avait autour de moi qui me foutait une pression de dire, est-ce qu'il faut que je fasse les meilleures écoles, mais pour faire quoi derrière? Je vais faire du conseil, je vais aller chez McKinsey, j'en sais rien, tu vois, genre des trucs de, Mmh. pardon pour ceux qui font ça, mais pour moi à l'époque des trucs de connard en fait, tu vois. Donc perdu dans la vie à un moment donné où c'est le plus dur de te construire et pourtant c'est là où il faut faire des choix qui sont impactants pour ton futur en fait. Ouais.
Ouais, et c'est peut-être là, où c'est le plus difficile en effet, parce que c'est ce que tu disais, en fonction des critères d'éducation, de croyances, de ce qui se passe autour, tu pas du tout la même vision du truc. Mmh. Ton monde actuel, à 18, 19, 20 ans s'écroule et malgré tout, l'action que tu fais, c'est de te dire: «OK, il faut que je trouve du taf, que j'aille chercher, de la thune» et tu tombes quand même dans un truc où, encore aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Donc c'est quand même, rigolo. Enfin, tu vois, ça aurait pu être n'importe quoi, je sais pas, tu aurais pu aller traire des chèvres ou Ah enfin, ouais, je sais pas, tu vois, c'est ça aurait pu être je n'importe je quoi. j'ai l'impression, enfin, tu sais, c'est un truc moi je le dis souvent, c'est qu'il y a pas de hasard dans la vie, mais en fait, c'est l'histoire aussi, elle est complètement débile parce que moi, en fait, j'ai postulé au McDo, j'ai postulé comment au cinéma pâté, à tout ce que tu veux, les petits jobs de merde. Mais comme je suis français, en Suisse, en fait, je trouve zéro taf. Les mecs me donnent aucun contrat, rien du tout. Ouais. Et le seul truc qui me prend justement, c'est ce taf qui prend des Français. Et c'est un de mes potes d'HEC qui me dit, j'ai un pote français qui a fait ça, vas-y, regarde. Je me revois dans ma chambre de bonne de 12 mètres carrés avec mon ordi sur le bide, allongé sur mon truc, aller dessus, faire une candidature, ne pas savoir où je foutais les pieds, être pris en 2 jours avec des entretiens d'embauche, mais lunaires, parce que la meuf me demande, raconte-moi une blague, t'as été voir quoi au cinéma? En fait, ils veulent voir comment tu On est te... dans un entretien ouais, comment tu réagis en fait, et comment tu Ouais, t'adaptes, quoi. t'as été voir quoi au cinéma? Batman, ah t'as kiffé? Ouais, ah pourquoi? Ok, vas-y, dis-moi que t'as détesté. Ah ok, bon bah il faut switcher, tu sais. En fait, ils veulent voir ta capacité Ouais. d'adaptation. Moi, je comprenais pas ce que je foutais. Il me dit, reviens lundi, c'est bon, t'es pris. Et j'arrive lundi, et je ne sais pas où je vais en fait. Lundi, je sais pas quel est mon travail, tu sais. Donc du coup, je vais vraiment dans ce truc-là, un peu à corps perdu en mode, oui, Vas-y, je prends fais le un premier truc, truc. tu vois, Ouais, et c'est on ça. verra, tu vois. Ouais. Et la suite, elle est belle, tu vois. Du coup, donc, on sait jamais en fait de quoi demain est fait. On sait jamais tu vois, les micros actions comme ça, une personne qui en parle à une autre ou n'importe quoi, c'est toujours cet effet papillon en fait, Mmh. et cet effet de sérendipité qu'on sous-estime en permanence. Mais chaque action a son importance en fait. Et c'est d'ailleurs ça, moi, que je disais aussi quand on parlait d'échecs, c'est que il y a cette notion du temps du rebond. Et le temps du rebond, en fait, c'est quoi? C'est une inconnue qui est, si tu veux, genre, le temps que ça va te prendre, mais c'est surtout la mise en mouvement qui est important. Tu parles de rebond et là, on parlait de en gros, tes 18 à tes 20 ans. Tu as Mhm. dit que tu avais monté une boîte à 22. Donc, Mhm. entre temps, tu reprends la confiance dans ce que tu es en train de faire et cetera et tu te dis: «Vas-y, on crée un truc, à 2 avec un pote», Mhm. j'imagine? Ouais. OK. Au deuxième bel échec, parce qu'en fait, du coup, bah, c'est vraiment mon premier taf, hein, si je mets de côté la vente d'ONG. On part un peu tout feu tout flamme. C'était un de mes meilleurs potes, du coup, quand on était en école. On avait ce projet. Moi, je voulais repartir vivre en Suisse. J'avais ma copine avec qui j'étais depuis presque 4 ans, qui était suisse. Donc, lui était suisse. Donc, je me suis dit, ma vie, elle est en Suisse. Tu vois, j'avais kiffé ce pays pendant mes études et tout. Et on monte une boîte. Et puis en fait, ça se passe forcément pas du tout comme prévu. Tu sais, genre, t'as 22 piges, tu t'associes à 50-50. Moi, je vais dans un pays que je connais pas, sur un marché que je connais pas, un marché où je suis pas du tout passionné, parce que le nettoyage automobile, c'est quoi? C'est du pur opportunisme à l'époque pour se dire que c'est un projet qu'on monte, qui coûte pas trop d'oseille en termes d'investissement au départ. Et qui nécessite pas non plus des compétences lunaires, tu vois, de gros ingénieurs ou autres pour essayer de faire de l'oseille. Donc c'est vraiment un truc pour se dire viens, on entreprend et on verra bien quoi. Et puis bon bah l'association c'est un truc tu te rends pas compte aussi quand t'es jeune de l'importance de ça quand tu crées ta boîte. Mais on n'était pas du tout alignés, on n'était pas du tout complémentaires, surtout sur les compétences. Donc en fait ça l'a pas fait. Et au bout de ouais même pas un an en fait j'ai décidé de repartir et de me dire ok bon bah entre guillemets tant pis j'ai perdu 10-20 000 balles. C'est le prix que j'aurais mis si j'avais fait un master, mais en même temps, par contre, j'ai appris 100 fois plus que si j'avais été à l'école. Donc, pareil, j'ai pas regretté, même si ça a été un truc dur à vivre aussi. Tu te dis, putain, t'en as parlé à tout le monde. Euh, Genre Tout le ça monde y sait est, que t'as tu été commences monter à un tout projet. déchirer, ouais. Ouais, famille, tout ça. Tu sais, tu te dis, putain, genre, je vais décevoir, tu vois. Donc, t'es un peu en mode, ah, est-ce qu'il faut pas que je reste encore un peu? Donc, je m'étais mis 3 mois de plus en me disant, allez, on verra bien. Enfin, la réalité de tout ça, si je reviens en arrière, c'est que j'ai fait une petite dépression au bout de 3 mois de création. Je suis parti vivre chez mon pote, parce qu'en plus je dormais chez lui, parce que ça coûte cher la Suisse, tu vois. Donc Ouais. je dormais chez lui, lui qui avait sa famille, qui était en plein divorce, donc c'était compliqué pour eux, les pauvres. Moi, je vivais à la cave, tout était compliqué, tu vois. Genre, et au bout de 3 mois de création, je rentre à Noël, je suis déprimé, on n'a pas fait un euro. Il n'y a pas de vision, il y a rien. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'écoute l'album de Nekfeu, pareil, enfermé dans le noir dans ma chambre. Vraiment, j'écoute soit du Nekfeu, soit de la musique classique à ce moment-là. Je suis défait. Et à un moment donné, je me dis, putain, allez, vas-y, je me donne 6 mois. Tu vois, mon anniversaire, c'est en juin. Je me dis, allez, donc,
on repart, on se donne 6 mois, on tente tout, puis si dans 6 mois c'est pas grave, bah j'arrête. Et du coup, le fait de m'avoir donné aussi à ce moment-là un objectif de temps, ça m'a permis de relativiser, de me remettre dedans, de remettre en place des actions, d'arrêter de me morfondre parce que j'avais une timeline, j'avais plus, tu sais, cette infinité au bout de moi en disant, et dans combien de temps il faudra qu'on fasse de l'argent? Là, c'est deadline, c'est si dans 6 mois ça marche pas et c'est pas grave en fait. Et Ouais. je m'étais fait à l'idée. Et entre-temps, donc à ce moment-là, comme je vois, ça, j'ai 22 ans, je lis quelques articles, donc ça date, hein, c'était il y a presque 10 piges, sur les histoires de Miracle Morning, tout ça, tu vois. Et j'ai jamais lu le bouquin, mais je lis des trucs là-dessus. C'était il y a longtemps, tu vois. Maintenant, c'est un peu le truc, Ouais. tout le monde s'y met et tout le monde est dans la surenchère. Alors moi, je me lève à 4 heures du mat, je me fais un Moi, c'est smoothie pomme. 3h50. C'est le nouveau mon père, il est, tu vois, de, Ouais, de on compte est dans la maternelle. surenchère de quelle est la meilleure routine. En tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que ces routines matinales m'ont fait beaucoup de bien et m'ont appris à me structurer, à me discipliner. Donc, on se fout de la gueule de ceux qui en font trop, mais la notion de routine Mm. dans tout final ou que ce soit le soir ou peu importe ce que tu fais, c'est quand même hyper important parce que ça ce qui t'apprend aussi la discipline. Moi, j'avais Mm. déjà, grâce au sport, heureusement, j'ai toujours été très discipliné, mais là, j'ai appris à être discipliné dans le travail. Ouais. Parce que je m'imposais certaines choses que je faisais pas forcément, comme méditer, comme lire, comme donner un peu de temps pour moi, et ça m'a vachement aidé. Encore une fois, pareil, dans la prise de confiance, dans la quête de sens, la quête de soi. Je savais pas Mm. qui j'étais, c'est pareil. Donc, le fait Ouais. de structurer, de voir que en parlant avec des gens plus âgés, qui me disait, ouais, putain, c'est impressionnant pour ton âge, bravo, tout ce que tu fais. Je me disais, ah, putain, c'est cool, je suis dans une bonne vibe. Bon, ma boîte, je suis pas le prochain Mark Zuckerberg, mais je sens que je commence à comprendre un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je commence à comprendre que c'est des petites actions, des petits peu, des mieux, et que personne, en fait, contrairement à ce qu'on nous fait voir encore une fois sur les réseaux ou autres, tout le monde, en fait, galère dans l'entrepreneuriat. Il y a une poignée infime de gens qui sont blindés aux as et qui sont hyper faciles, mais 90%, voire plus des entrepreneurs aujourd'hui se payent une misère, voire se payent pas, et sont juste des gros passionnés. Et en fait, je pense que c'est ça l'essence même qu'on a, enfin en tout cas le dénominateur commun dans l'entrepreneuriat qu'on doit avoir, c'est la passion pour ce qu'on fait. Ouais. Chose que j'avais pas justement à l'époque, parce que j'en avais rien à branler des bagnoles ou du nettoyage, chose que j'ai aujourd'hui en tant que coach et en tant que consultant dans la transmission de savoir et dans la vente, surtout moi qui est un truc que j'affectionne particulièrement. Donc la passion, c'est un truc que les gens doivent vraiment avoir pour être heureux en fait dans leur taf, hein. C'est indispensable. Carrément. Et je trouve que dans ce que tu décris, tu vois, on revoit, les 2 faces, de la pièce. Dans ce que Mmh. tu dis, c'est d'un côté, tu connais pas le marché, il y a pas de passion, il y a pas de vision, les compétences, ça fit pas, en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, Qui va. tu vois, après coup, tu te dis: Ça aurait été quand même énorme que ça fonctionne dans l'absolu», tu vois? Mais OK. Et à l'inverse, l'autre côté de la pièce, c'est, justement, c'est cette discipline où tu te dis que tu peux l'appliquer aussi, autrement que dans le sport, ce que tu as déjà vécu, mais où tu vas chercher aussi, des choses ou des ressorts que potentiellement tu as déjà utilisés dans d'autres contextes et que tu commences à appliquer. Et quelque part, c'est aussi ça, le rebond, cette fois-ci, qui fait que, tu arrives à passer, finalement, et tu l'as dit, en fait, ouais, je suis en train de planter ma boîte et je suis pas le prochain, Mark Zuckerberg, tu vois? Mais finalement, c'est plus ça tellement l'important, et ça me fait transitionner vers autre chose. Bah, la transition du coup derrière, ça a été, hein, comme je te disais, c'est la quête de soi et juste Ouais. en fait, j'ai toujours cette vision de l'entonnoir que je donne beaucoup moi, mes petits cousins ou tu sais qui ont pareil, donc la petite vingtaine, c'est tu sais pas ce que tu veux faire, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est savoir ce que tu veux pas faire. Mmh. Et donc, c'est là où j'étais dans cette quête-là, déjà après, pendant mes études, de dire, je teste différents secteurs, je fais du marketing, de la com, du sales, je vais dans tel secteur. Et en fait, je me dis, ça, j'aime pas. Ça, j'aime un peu. Ça, j'aime pas. Pour petit à petit, en fait, affiner ma vision. Et Ouais. donc, quand je sors de cette expérience entrepreneuriale, je me dis, bon, bah, faut revenir en France, on va revenir chez maman parce qu'on n'a plus de on n'a plus un radis. Il s'agirait de trouver une boîte maintenant en CDI. Attends, je passe de moi, je suis mon big boss, ah, il faut que je bosse pour quelqu'un, donc j'ai intérêt à bien choisir la boîte. Mmh. Et donc, je suis pas en revanche le mec qui a envoyé 20 CV partout. Je me suis dit, je vais être chirurgical dans ma recherche. Et donc, je suis allé à l'époque sur Welcome to the Jungle qui venait de se lancer. Donc, moi, je suis en mode genre, waouh, c'est quoi cette plateforme? C'est le turfu, c'est Ouais. trop bien fait. Donc, je veux postuler pour eux. Ils Mmh. me refusent parce que c'est pas assez à leurs yeux en bizdev. J'avais 24 ans du coup à l'époque. Je postule chez une boîte qui s'appelle Minute Buzz qui existe plus parce que je trouvais le truc décalé de pas avoir de site web, qu'être que sur les réseaux. Je me dis tiens c'est marrant puis c'était fun. Pas de réponse. Et la dernière, WeHelp, du coup la boîte où je suis allé dans l'aide à domicile pour personnes âgées, où là en fait je vois la mission de la boîte qui est on veut aider les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Mmh. Je me dis attends, moi j'ai mes 4 grands-parents, ça je veux faire en fait, ça Ouais. c'est oui. Mmh. Et donc
D'avoir eu ma boîte avant m'a permis de faire de meilleurs choix là et surtout en entretien, de me différencier, mais diamétralement. En fait, les mecs m'ont dit en Ouais. entretien, en fait, t'étais au-dessus de tout le monde parce que je savais pourquoi je venais là. J'avais un discours rodé. Quand on me Ouais. demandait quel était mon parcours, même malgré mes échecs, ce que je mettais en avant, les mecs étaient en mode, waouh, c'est solide pour 24 ans, en fait, ce que tu es en train de nous dire, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont donné aussi vite les clés, que j'ai eu vachement de responsabilités. Et je sais pas si j'ai eu le flair, parce qu'en fait, j'ai eu du cul en réalité, parce que je me suis retrouvé dans cette boîte-là, mais les mecs, c'est des anciens du BCG. Ils sont carrés. Aujourd'hui, WeHelp, c'est 500 collaborateurs en France. C'est 120 villes ouvertes. Moi, quand je suis arrivé en 2016, on avait une ville qui était pareille, on était 10. Et les mecs, ça fait 10 piges et ils sont sur une croissance, en fait, comme ça en permanence. Donc, j'ai eu une chance incroyable d'apprendre aux côtés de ces gens-là qui étaient brillants, qui m'ont donné ma chance pendant 3 ans et demi, qui m'ont fait grandir et qui m'ont permis après de faire encore un autre step. Donc, c'est cet échec entrepreneurial, il m'a permis d'arriver chez eux, tu vois. Et Mm. donc ça, c'est pour ça que c'est magnifique. Ce rebond, encore une fois, il est incroyable pour moi à ce moment-là. Carrément. Et ce qui est rigolo, c'est que tu fuis HEC en Suisse et l'option McKinsey pour aller bosser avec des Je me gens qui retrouve avec sortent de des BCG. BCG. En plus, je te dis, quand j'arrive là-bas, je sais même pas ce que c'est. Et les mecs, s'ils sont là du BCG, je dis, ah ouais, c'est cool, Ouais, c'est une c'est cool. asso, c'est quoi le Tu truc? ressors, tu étais la BCG, c'était quoi? BCG, ah, je comprends. En fait. Pourquoi tu fais des tableaux Excel en me regardant moi dans les yeux, sans regarder jamais ton écran? D'accord, en fait, t'es juste une machine de guerre. Très bien, d'accord, PE. D'accord, ok, je comprends mieux. Voilà, c'était juste, c'est rigolo. Des fois, comme quoi, en fait, cette histoire aussi tu vois, de quelque part de cab et tout ça. Là, ce que tu dis, c'est tu vois leur site et d'un seul coup, ça te parle aussi parce que tu transposes dans ta vie et que tu vois l'intérêt. Mais au-delà de la vision et de l'entonnoir, de ce qui te plaît pas, c'est aussi que juste t'es motivé pour aller là et parce que t'as envie de te déchirer pour cette phrase-là ou ce qu'ils mettent en avant, tu Mhm. vois. Et finalement, quelque part la méthode derrière ou ce côté McKinsey ou très grand cab et très PowerPoint et Excel, c'est Ils ne mis au sont pas comme service ça, d'un en autre fait. truc et qui le sont pas Ouais, forcément tant c'est que ça, ça. mais c'est ça, c'est Ouais, quand c'est ouais. mis au service d'autres choses, en fait, d'un seul coup, tu peux voir finalement la même personne sous un nom complètement différent aussi. Ouais, de ouf. Ouais, c'est deux fils de médecins, donc des gens hyper bienveillants, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai eu la chance d'arriver dans une startup qui aujourd'hui, tu vois, est encore là et a vraiment grossi. Parce que pour le coup, j'étais dans une autre après, donc licorne qui s'est un peu effondrée, Ouais. que eux, ils ont vraiment une croissance pérenne. Et du coup, j'ai eu la chance d'arriver, je pense, il y a peu de startups hein, qui ont été créées en 2016, qui sont encore comme ça. Tu vois, Ouais. c'est à l'époque de Doctolib, c'est à Mmh. l'époque de ces belles boîtes-là qui Ouais. sont fondées. Et du coup, moi, j'ai eu la chance, j'étais, je pense, dans le top 5 des startups de 2016 grâce à eux et qui sont encore en vie et qui ont vachement Mmh. permis aux gens en interne de grandir, d'avoir, enfin, tu vois, une vraie carrière. Donc, non, ces mecs-là, ils m'ont un peu sauvé de mon trou quand je rentrais de Suisse, donc je leur dois beaucoup. On en parlait tout à l'heure en intro de l'expertise des fails. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à justement créer le podcast, écrire un livre sur ce sujet-là? Enfin, pourquoi? Ouais, trop bonne question. Bah, en fait, quand à l'époque, je suis en Suisse justement et que je me paume un peu, on fait beaucoup d'événements à l'époque de ma boîte avec mon associé et je rencontre un gars qui s'appelle Réginald Bien-Aimé, qui lui est du coup l'organisateur des Fuck Up Night du coup en Suisse. Les Fuck Up Night, c'est un gros réseau justement sur le fail mondial qui est présent dans plus d'une centaine de pays. Et du coup, bah, on va à son événement. Et en fait, il y a des gens qui parlent d'échecs, tu vois. Donc, ils ont des slides derrière, il n'y a pas de texte, t'as pas le droit d'avoir du texte, c'est que des photos. T'as 5 minutes pour pitcher ou 10 minutes pour pitcher du coup un échec. Et il fait venir 3 personnes. Et puis après, c'est en mode networking et tout. Je me dis, putain, mais c'est génial comme concept, ce truc. Je deviens hyper pote avec Réginald, parce que j'adore le gars et j'adore le concept. Et je me dis, bah tiens, quand je rentre de Suisse, je me dis, bah pourquoi est-ce que moi je ne montrais pas ce truc-là à Paris, faire des événements sur l'échec. Le sujet, il me passionne par-dessus tout, parce que j'ai l'impression que ma vie est un échec, vraiment, comme je t'ai dit, depuis que je suis Non, mais jeune. c'est Donc en moi fait, en fait, non, mais il y a prenez-moi, un truc qui fait que voilà. Ouais. je déteste l'événementiel, et du coup, je Mmh. me dis, bon, en fait, ça me fait chier l'événementiel, et puis eux, ils avaient une licence donnée à quelqu'un d'autre, donc je voulais pas m'associer à quelqu'un que je connais pas, vu ce que je Ouais. venais du coup d'avoir avant. Ça va, merci, ouais. Non, merci. Et je me dis, bah tiens, pourquoi je fais pas un podcast, tiens, parce que ça a l'air de bien marcher. C'était à l'époque pareil, tu vois, 2019. Mmh. Donc les podcasts commencent un peu à bien marcher, mais c'est pas non plus, tu vois, l'essence que ça a aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, bah tiens, je suis pas plus con qu'un autre, viens, je fais un podcast. Et du coup, bah j'ai fait un podcast sur l'échec à ce moment-là, et je me dis, bah j'ai envie juste, tu vois, et j'avais aucune ambition financière avec ce projet. Je me Ouais. suis dit, je vais faire ça à côté du coup de mon CDI, notamment chez WeHelp, et je vais aller à la rencontre de gens du Mmh. quotidien. Je voulais des gens auxquels on pouvait s'identifier, donc des gens comme toi, comme moi, que personne connaît. Et je voulais juste transmettre des bouts de vibes en mode on va parler sans prise de tête, comme si on était Mmh. une terrasse de café.
Ouais. Et les gens prendront ce qu'ils ont à prendre et ils se feront du bien à écouter des gens qui sont passés par des périodes compliquées, leur montrer qu'en fait on peut s'en sortir et ce sera une petite lueur d'espoir pour les gens et voilà, c'est cool. Et à aucun moment je me suis dit je vais mettre des sponsors, des trucs. En plus à l'époque c'était pas du tout vraiment à la mode. Je me suis juste dit ça me fera marrer, tu vois. Je J'ai envie de dépense le le moins faire, d'oseille vas-y, j'y possible. vais, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. J'investis 500 euros dans du matos, juste micro, enregistreur, conneries. Et j'ai un de mes potes qui m'a fait un mini site gratos parce que c'est un de mes meilleurs potes. Et voilà. Et je payais que dalle. Et puis j'allais rencontrer des gens et je diffusais ça toutes les 2 semaines. J'avais, tu vois, aussi cette discipline de me dire, je veux être régulier. Toutes les 2 semaines, Mm. absolument, je sors un épisode. Il n'y a pas d'excuse. J'ai commencé le podcast. J'avais encore pas j'avais un épisode. J'étais en flux tendu pendant, je pense, les 20 premiers épisodes. Après, j'ai Implantation. réussi, Oh merde, merde. je te jure, j'étais comme ça et tout. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai commencé à être régulier sur LinkedIn. En Mm. fait, je ne postais sur aucun réseau social. Et quand j'ai eu le podcast, donc c'était janvier 2020, juste avant le Covid, c'est là où je me suis dit, OK, bah, je vais commencer à poster donc bah, toutes les 2 semaines minimum, Ouais. voire toutes les semaines, une fois. Et c'est l'époque où a commencé à éclore les grands bateaux, les Moubèches, les Nina Mm. Ramen, les Caroline Mignot. Mm. C'est là où tu te dis, Ouah, putain, en fait, il y a un monde dans LinkedIn, c'est ouf et tout, tu vois. Et puis, moi, du Qui coup, je sont des regarde un gens. Ouais. peu. Pendant le Covid, je rencontre énormément de gens, parce que pendant le Covid, je bosse du coup chez WeHelp et nous, on aide tous les hôpitaux de France à Ouais. libérer les lits pour les transformer en lits de réa, parce qu'on Mm. on est en plein dedans. Et à côté de ça, je rencontre 3 personnes par jour depuis chez moi, tu vois, en visio grâce à Mm. LinkedIn. J'automatise des nouveaux messages avec des gens qui sont dans des réseaux où je suis ou qui ont mon poste ou autre, tu vois. Donc j'essaie de segmenter intelligemment et je rencontre des gens. Et donc c'est comme ça aussi que je commence à comprendre LinkedIn, comment ça fonctionne et tout. Et LinkedIn, ça a été moi la plus grosse source de revenus jusqu'à encore il y a pas longtemps pour mon taf en fait. Donc ça a commencé, tu vois, par un grain de sable Ouais. d'une idée de podcast qui sort de nulle C'était part même pas avec une l'intention au départ d'aller chercher du business zéro. avec. Absolument Et en pas. fait, c'est parce que j'ai Ouais. commencé à poster qu'après, il a fallu, bah, tiens, bah, je me fais inviter sur des podcasts où on parle d'échecs. Bah, tiens, bah, après, je poste 2 fois par semaine. Puis après, 2 en étant régulier. Puis après, peut-être 3. Puis après, ah, bah, tiens, en fait, on me reconnaît sur une verticale de vente. Donc, bah, tiens. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été hyper régulier, hyper régulier. Et d'ailleurs, chez Sunday, quand je suis arrivé, qui était donc une boîte du groupe Big Mama, qui a eu une ampleur de dingue en termes de médiatisation. Quand on est arrivé sur le marché, sorti de Covid, tout le monde était braqué sur nous Ouais. parce que c'était Big Mama. On avait fait des levées de fonds de ouf. Et il y a un connard dans toute la boîte qui poste toutes les semaines sur LinkedIn. Bonjour, c'est moi. Et donc, si tu veux, genre, je me prends la lumière entière de Sunday Ouais. sans le vouloir, parce que moi, je Ouais. continue de faire mon taf Finalement, avec les mon pote qui est contacts, multi-média. t'arrives dessus en disant bon, c'est le mec qui parle, donc a priori, Ouais. c'est le Non, mec mais à attends, qui il mais faut lui, parler aussi, quoi. il essaie de rencontre chez Sunday. Attends, mais il a un truc sur l'échec et je commence à attirer d'autres gens, tu vois. Puis c'est Ouais. comme ça qu'on m'invite dans d'autres trucs, etc., qu'on me donne la parole, qu'on me reconnaît. Et puis, bah, c'est comme ça qu'après, les premiers leads sont venus à moi en mode, mais tiens, t'es pas trop con, toi, tu veux venir coacher chez nous? Et 3 ans après, tu vois, genre là, je vis de ce truc, quoi. Enfin, Ouais. c'est lunaire, tu vois, quand on le Mmh. raconte après. Surtout quand ça part du fail. Enfin, d'autant plus. C'est-à-dire que souvent, il y a des actions, tu vois, tu mets en place, tu sais pas trop, et cetera. Mais là, c'est quand même parler de l'échec. Et c'est ça qui fait que, au final, ça devient une réussite. Enfin, le tout devient une réussite, tu vois. C'est quand même Oui, assez drôle. c'est con. Ouais, c'est con, mais j'ai eu un appel découverte, ouais, il y a quelques jours et je savais pas d'où la nana m'avait trouvé. Et je me dis, enfin, on commence à discuter. Je lui dis, je suis désolée, je vais te poser la question. Je sais pas par où t'es arrivée, en fait. Tu me suis pas sur LinkedIn, enfin, je sais pas par où. Elle me dit, ben, je suis dans une vibe où j'ai l'impression de tout foirer. Donc j'ai tapé échec, entrepreneur, et je suis tombée sur le podcast et j'ai écouté 10 épisodes d'affilée et voilà. Trop stylé. C'est Mais ouf, hein. et c'est ça, genre, tu la spécialiste de l'échec, tu vois? Et en fait, c'est quand même rigolo de partir d'un truc qui est censé être négatif, où les gens ont pas forcément envie d'en parler, de rentrer dans le détail de ça et où finalement, il y a des gens aussi pour qui ça, tu vois, ça fait ce rebond-là, où ça fait miroir et ils se disent: «Ben, si la personne est capable de parler aussi des échecs ou en tout cas la manière dont elle en parle, ça donne envie d'aller plus loin» et c'est ce qui t'est arrivé aussi, tu vois? Totalement. Après, dans ce que tu dis, le podcast, c'était aussi une excuse ou un moyen pour toi de rencontrer des gens, qui est quand même un fil conducteur dans ta vie, j'ai l'impression. Que ce soit dans la Ouais. rue, au téléphone, enfin voilà, c'est toi, en fait. Oui, moi je suis très extraverti. Bah, enfin, le job que j'ai eu de vente d'ONG dans la rue, je pense que ça a vraiment décuplé ce truc-là. L'entrepreneuriat aussi, parce qu'en fait j'ai compris, j'ai passé un step à l'époque, même si du coup on a planté la boîte, mais j'ai passé un step quand on a fait beaucoup d'événements. Tu vois, Mmh. à l'époque, pareil, c'était le tout début, tu vois, 2017, c'est là où il y avait beaucoup d'after work, de trucs networking. Maintenant, c'est un peu bullshit et Ouais. compagnie aussi, mais il y a 5 ans, 6 ans, c'était stylé, tu vois, au tout Mmh. début.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Je dis putain, mais en fait c'est cool de rencontrer des gens, machin. Puis moi mon taf de sales forcément, un peu Ouais. grande gueule, un peu aller partout. Donc ouais, c'est la rencontre. Mais de toute façon c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre. Enfin c'est aussi pour ça que tu fais le podcast. Mais le podcast c'est la meilleure excuse pour rencontrer des gens et parler de Tellement. sujets cool et Mm. essayer de transmettre des good vibes à ceux qui se reconnaissent ou qui sont dans ta niche ou qui ont envie d'écouter ce genre de sujet. Donc c'est génial. Il y a rien de plus fort que le partage sur des sujets comme ça où on se met à nu, tu vois, on est authentique, on est vulnérable, il y a rien à cacher. Et je pense que Mm. c'est ça qu'on a envie de voir aujourd'hui, justement, à l'heure des réseaux sociaux, qui je trouve vont quand même de mal en pire. Franchement, c'est dur de voir vers quoi on tend là. Et Mm. on a besoin un peu de gens qui ont des valeurs simples, authentiques, où on sent que c'est pas fake, parce que on vit tellement dans un monde fake en permanence que juste de se rattacher à des gens un peu tu vois, la schlag en mode Ouais, bas les couilles, tu vois, à l'heure tu me dis, je retire mes chaussettes avant de commencer. On s'en c'est fout. ça. En fait, on est des humains, tu vois, Ouais, genre, il y a une juste. page, Mm. là, les réseaux, mais derrière, moi, je me fous en jogging sur mon canapé, pilou pilou, allez Mm. vous faire foutre avec Terminé. le type. Je suis un mec normal, en fait, tu vois. Et les gens, je pense, ont besoin de savoir que les gens sont normaux. Ça fait du Mm. bien de se dire, Ouais. en fait, en fait, t'es pas juste un dieu. Non, il n'y a pas de dieu sur Terre, hein, personne. Ça et je trouve aussi, la logique de d'avoir aussi un temps et le podcast permet ça, même quelle que soit la longueur en fait, de l'enregistrement du podcast. Enfin, tu sais, c'est pas le truc de, tu une mini vidéo entre 12 000 de la journée, au milieu d'un feed Insta en fait, où on va devoir 10 secondes, et après ça passe à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre, les millefeuilles de l'angoisse, tu vois? Je trouve que ça permet d'avoir aussi juste un temps, vachement plus long et qui prend aussi plus de temps à écouter, mais qui du coup est peut-être aussi plus construit qu'un truc, qui passe juste comme ça, quoi. D'accord. Le temps d'attention aujourd'hui, il est dramatique, hein. Je sais plus qui avait fait un post là-dessus. Je crois qu'on est passé à 7 secondes d'attention en Ouais, moyenne. ouais. C'est chaud, hein. Chaud, ouais. Vraiment, c'est chaud. Je sais même pas comment le cerveau arrive à la fin de la journée comme ça, en fait, mais bref. Faut se mettre des actions en place. Là, moi, depuis justement là le retour de vacances Noël, j'ai décidé de passer beaucoup moins de temps sur le réseau. J'en parlais avec ma copine du coup tout à l'heure ou hier, à quel point moi LinkedIn justement me vampirisait en fait. C'est à chaque fois qu'il y avait une notif ou un truc, j'avais l'impression d'être un putain d'ado prépubère qui Ouais. avait tout le temps son tel sous le nez. Et dès qu'il y avait un moment, même quand je suis en coaching, quand je passe aux toilettes ou dès qu'il y a un temps mort, bam, il fallait que je Vite. réponde. Bam, il Ouais. fallait que je réponde. Mmh. Et genre, je devenais l'esclave en fait du contenu que je produisais. Mmh. Et du coup, maintenant, j'ai décidé de continuer bien sûr de produire du contenu, parce que je reçois des messages tellement incroyables que puis moi, ça me fait kiffer, donc je continue. Mais je gère plus que mes DM. Quand les gens me parlent en direct, je donne toujours le temps nécessaire et c'est toujours moi qui le fais. Mais je donne plus de temps sur les commentaires, les trucs. En fait, ce que je me rends Ouais. compte que je me fais aspirer. Mmh. Déjà, je perds 1 heure le soir dans mon plumard, justement, à faire le millefeuille Ouais. derrière, comme tu dis, tu sais, pire connerie sur Terre, mais je me fais happer. Il est Ouais. 23 heures. Je Non, suis mais sur c'est ça. YouTube, je Tu dis: regarde, «Je je fais regarde 5 minutes», c'est au 5 moment où tu ouvres et minutes. 25 minutes après, tu es là: «Putain, sérieux, ça fait 25 minutes que je suis en train de scroller, en C'est fait». Angoisse. un délire, c'est un délire, c'est un délire. C'est horrible, c'est putain l'algorithme, comment il nous pompe. Mmh. Et on le sait plus ou moins tous, mais il faut mettre des actions en place. Parce qu'en fait, c'est pas avec, encore une fois, c'est pas le Saint-Esprit, le divin au-dessus de toi, la lumière qui tu veux, Ouais. Ganesh, qui va à un moment donné te dire, allez, c'est bon, t'as plus envie. C'est Non, toi c'est qui ça. dois te forcer. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, routine, discipline, en fait, de se dire: «C'est quoi mon cadre, ce que j'accepte Mmh. ou pas et où est-ce que je mets le stop aussi, quoi?» C'est sûr que c'est pas Ouais. l'algo qui va le mettre, le stop, hein, et Ah, c'est mort. clairement Lui, il pas. a tout intérêt à ce que tu restes le plus longtemps et que tu ruines ta vie entière dessus. Donc, C'est ça. Surtout, reste bien là. oui, voilà, le dwell time, comme on appelle ça. C'est ça. Autre temps long et donc tu parlais du podcast et un livre aussi. Enfin, comment c'est arrivé, en fait, cette histoire de livre? C'est pareil, c'est des rencontres, et le truc, finit par arriver comme ça, tiens, Bah faisons ouais. un livre? Ouais, ça c'est dit comme ça, tu vois, c'est LinkedIn encore une fois, à force d'être, comme je te disais, donc présent, de poster, etc. J'ai les éditions Erol, une nana qui m'écrit, du coup, qui m'écrit sur LinkedIn, tiens, ça fait un moment qu'on te voit, je voulais te parler, est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre? Moi, je dis, bon, dans un coin de ma tête, je me suis dit qu'un jour, j'écrirais un bouquin, plus par ego peut-être qu'autre chose, j'en sais rien, tu vois. Sur un truc, moi, Et je sais pas vraiment d'idée de quoi, oui, ni quand. ouais, ma vie, mon œuvre, je ferai mes mémoires, j'en sais mais on se rencontre, on prend un café. Chloé, du coup, me dit, bah, nous, on te propose d'écrire un bouquin. Je dis, bah, d'accord. C'était il y a pile 3 ans, je crois quasiment, là, juste avant Noël. Et donc, on part pour les fêtes dans le sud chez mon père. Et dans le train, je suis avec ma cousine, qui elle a 5, 6 ans de moins que moi, qui a fait des études en psycho. Et je lui dis ça dans le train. Je dis, putain, meuf, j'ai Errol qui me propose d'écrire un bouquin. J'ai dit oui. Et elle me dit, ah putain, mais c'est trop stylé. Ah, mais moi, c'est trop mon rêve d'écrire un bouquin.
Et du coup, on est dans le train, direction Toulon, et je lui fais, bah, viens, on l'écrit ensemble, du coup. Et elle me fait, bah allez. Et genre, c'est parti de là, tu vois, et on s'est mis à deux, et on a galéré sa grand-mère, enfin pas les propres mots, parce qu'on était excités. On rentre de Mm, Noël, on bosse un plan détaillé, mm. on l'envoie à Erol, le comité d'édition le valide, on se voyait toutes les semaines, le samedi, on bossait ensemble et tout, on était sur une super dynamique. Et après, les aléas de la vie, elle a Ouais. changé de taf, moi j'ai changé de truc aussi, etc. Et on a procrastiné pendant au moins 3 4 mois, on n'a pas écrit une ligne, et ça devenait un peu angoissant. Mm. Et je suis tombé sur un autre gars, pas de hasard dans la vie, je suis tombé sur un autre gars, du coup Benoît Gauthier qui l'a écrit avec nous, que j'avais rencontré par un pote dans un bar qui avait écouté tous mes podcasts à Mm. l'époque, donc il avait tous les épisodes sans exception, et il m'avait proposé à l'époque d'animer un projet qu'il avait avec Arte sur l'échec. Il fallait que je sois l'animateur de ce sujet d'échec, qui finalement ne s'est pas fait. Ok. On s'était perdu de vue pendant peut-être un an et demi. Je retombe sur Benoît dans ce même bar où je l'ai rencontré, avec les potes qui m'avaient présenté, mais un hasard. Et je lui dis, mais Benoît, c'est ouf. Je pensais à toi l'autre fois et tout. Je dis, tu sais qu'on va écrire un livre sur le sujet. Je sais que t'adorais le podcast. Il fait, ah, mais je sais que moi, j'écris des récits de vie, des romans, des trucs. Et je dis, mais en fait, Mais c'est non. toi qu'il nous fallait. C'est toi qu'il nous fallait. Ça fait 4 mois qu'on galère sa grand-mère. Mm. C'est toi la pièce maîtresse qui nous manque. Et du coup, c'est parti de là. On a négocié un peu avec Erol pour qu'il sorte un billet, du coup, en avance pour qu'on puisse le payer lui pour venir avec nous. Ouais. Et on a commencé donc 6 mois après cette rencontre. Et on a mis une année et demie à l'écrire et il est sorti là octobre 2024. Énorme. Dingue, tu vois, encore une fois, ces histoires de rencontres, de trucs, de putain, il est là ce jour-là, comme par hasard, et je lui parle du truc, et on est en galère, et il nous aide, et il écrit, et c'est grâce à lui que le bouquin est ce qu'il est, clairement, parce qu'il nous a drivé, il a écrit beaucoup avec moi, il est fabuleux, puis je pouvais pas rêver mieux que lui pour l'écrire avec nous, enfin, il a une sensibilité, il a une façon de tourner les choses, il est juste magnifique, Benoît. Donc c'est ouf. Ce projet-là, il est dingue. Par contre, je réécrirais pas un livre tout de suite, sa grand-mère, parce que putain, le stress que c'était, tu sais, de se rajouter ça en plus du taf, des trucs. Moi, j'ai encore 36 000 projets toujours à côté. Ouais. Et vraiment, le livre, moi, ça me faisait, c'était stressant plus qu'autre chose. Je suis heureux qu'on l'ait sorti, et je pense que c'est un beau bouquin avec des belles valeurs et tout dedans. Mais waouh, pour ceux qui se lancent d'écrire un bouquin et ceux qui en ont déjà écrit, bah déjà bravo et courage à ceux qui vont le faire parce que c'est un vrai putain de taf quoi de le faire. Faites-vous Ouais. aider encore une fois. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est sûr qu'entre l'image qu'on s'en fait et ce qu'il y a à faire, j'imagine qu'il y a un gros, gros décalage. En tout cas, dans ce que tu expliques, c'est exactement ça. Donc, Ah ouais. ouais. C'est pas Toi, tu tout de vois dire: toujours, «Je vais tu sais, le écrire un gros qui bouquin», tu sais? te fait. Ouais, C'est ça. bah, Confiance dans un truc, même dans l'entrepreneuriat, justement, dans ce que tu veux. On voit la finalité, on se dit, ah, c'est ça va ça. être trop stylé quand je vais le sortir. Ouais, bah, Ouais, c'est sors-le, ça. frère. Quand je vais prendre ma photo avec ma pile à la Fnac et que je vais faire genre: «Hey, c'est moi les Exactement. gars!» Ouais, mais avant Exactement. d'arriver Ah, là, j'en ai un côté. C'est comme ça, la tête toute fière, en mode ouais, c'est genre, ça. Genre: «Ah, je l'ai sorti, c'était trop facile les gars», mais ouais, OK. la grand-mère, 3 ans de galère derrière, tu parles. En termes de ressources, on a parlé podcast, livres à l'instant, du fait qu'il y avait aussi du networking autour de l'échec, notamment. Est-ce que toi, il y a des ressources ou des choses que tu conseillerais à des gens qui sont intéressés par l'échec, mais qui surtout le vivent, notamment dans leur vie d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des ressources, hein? Ah, je trouve les ressources, elles sont autour de nous. Donc après, j'en ai pas spécifiquement parce que je pense que chacun est différent et que je trouve qu'à mon avis, dans son réseau, on a toujours les bonnes personnes sur qui poser, sur qui avoir une épaule sur laquelle se reposer, pardon. Mmh, Donc, je pense qu'il faut juste pas avoir peur et que ce qui ressort, en tout cas, du livre, c'est que les gens qui s'en sont sortis sont des gens qui sont bien entourés. Donc, l'entourage, c'est vraiment la meilleure ouais, ressource pour se sortir de n'importe quel pétrin. Je pense qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, peu importe autour de soi. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, pas forcément les gens du cercle hyper proche qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait, mais aller chercher encore une fois des pairs. Si vous êtes entrepreneur, mmh, aller voir d'autres entrepreneurs. LinkedIn, encore une fois, pour ça, est un réseau super. On peut avoir plein de filtres. Et les gens, autant quand tu les démarches pour leur vendre ta solution de merde, pour dire, hey, venez, je vends tel truc, je vais trouver ton site internet, ils te répondront pas. Autant je peux t'assurer que au moins 9 fois sur 10, si tu vas écrire un entrepreneur, Hello mmh, Géraldine, je me permets de t'écrire parce que j'ai monté ma boîte, je l'ai plantée, je suis au fond du seau, j'ai vu que tu étais entrepreneur, j'aimerais qu'on échange. Est-ce que tu as 5 minutes, ne serait-ce que par visio? Je peux vous assurer que vous aurez forcément des réponses. Peut-être que les gens vous diront non, et je ouais, pense qu'il y a très peu de chances, mmh, mais il y aura systématiquement des réponses de gens qui diront bien sûr, viens, on prend un café, ou bien sûr, viens, on se parle. Faut pas avoir peur d'aller solliciter ça. Et après, il y a deux bouquins que moi j'avais lus.
que j'avais adoré justement dans ma période où je me cherchais là quand j'étais jeune. Le premier, c'est Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi de Christophe André. J'avais adoré ce bouquin. Et le deuxième, c'était La Fabrique des miracles de James Erdotti. Deux bouquins très faciles à lire parce que moi je suis pas un grand lecteur de base. C'est pas du dev perso pompeux, chiant. C'est hyper agréable et ça permet de comprendre un petit peu plus les mécanismes de pensée. Et sur l'autre, La Fabrique des miracles, c'est comment essayer de se ressourcer. Notamment, il y a un mec qui explique comment il a découvert la méditation, ce fameux chirurgien hyper reconnu du coup aux États-Unis. Et l'histoire, elle est hyper prenante. Et du coup, tu as plein de petits exos aussi pour te permettre un petit peu de te recentrer sur toi. Donc, voilà les quelques petits trucs que je peux conseiller. Ça permet de passer à l'action aussi. C'est sûr que dans les ressources, il y a souvent, et tu le disais tout à l'heure, se faire accompagner. Mhm. Tu vois, ça fait aussi partie du truc, aller chercher des pairs. Je suis d'accord avec toi quand on écrit des messages en mode Mayday, mais c'est aussi valable pour les gens qui se lancent et qui ont besoin d'aller parler à des entrepreneurs pour savoir ce que c'est la vraie vie, etc. La Mhm. plupart des gens qui osent passer le premier truc de ah là là, mais non, je vais pas envoyer un message, on va pas me répondre, etc. Reçoivent quand même des réponses positives de bien sûr, on prend 30 minutes. Moi aussi, quand j'ai C'est vrai. démarré, heureusement qu'il y a des gens qui m'ont répondu, etc. Donc, allez-y, franchement. Certain. J'ai Et oublié. l'accompagnement, ouais, évidemment. Je me dis, putain, en fait, je suis con, le mec, il pose même pas Le son livre, mec, voilà. pas de promo, ne fais pas de En fait, promo. on a écrit un petit bouquin qui s'appelle L'échec mention très bien. Il a été un peu fait pour justement que quand vous êtes dans une période de doute où vous allez piocher dedans, il y a des belles histoires qui redonnent le moral. Voilà, je l'avais oublié. Éventuellement, ça peut faire partie des ressources, voilà. Juste, Faites juste comme ça. Voilà. votre idée. Je dis ça, je dis rien. Voilà, le fameux. Merci beaucoup. On va rester là-dessus. Le Mhm. lien, de toute façon, vers le livre sera dans la description de l'épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, tu peux partager ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins ou peu importe, dans la rue, si toi aussi tu interceptes des gens pour des assos. Si tu as connu un fail et que tu veux venir partager ce fail avec moi dans Tuba, tu peux désormais postuler dans la description aussi de cet épisode. Donc surtout, n'hésite pas et on te recontacte avec Gaëtan. Merci beaucoup Enzo d'être venu parler Plaisir. de tes fails, entre autres. Mhm. C'était très cool et ravi d'en avoir, d'être entré un peu plus dans le détail que ce que parfois on voit dans les réseaux et d'avoir pu parler du bouquin aussi. Merci. Grave. Trop cool. Merci Géraldine. À Merci très à vite. toi. Salut. Salut. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.